Les 10 contradictions de la gauche. L'un des éléments qui m'a toujours convaincu que la gauche était entièrement dans l'erreur est le fait qu'elle engrange de très nombreuses incohérences et contradictions. En effet, la gauche, dans son refus de l'ordre naturel et des frontières, se retrouve bien souvent à vouloir défendre les intérêts des gens qui sont aux antipodes les uns des autres. Par exemple, lorsque des féministes défendent la progression des valeurs de l'islam dans le pays. La pensée de gauche est en pleine rupture avec le principe de non-contradiction sur lequel repose toute la science démontrable. Les gauchistes ont totalement intégré la fameuse double pensée inventée par George Orwell dans 1984. Ils arrivent à faire cohabiter dans leur esprit deux idées opposées et contradictoires par une mise en veille de tout esprit critique. Dans cet article, je vais mettre en lumière les 10 plus grandes contradictions de la gauche. Pour être exact, il y en a de très nombreuses autres, mais j'ai choisi les plus criantes. Contradiction. La gauche prétend être anticapitaliste, mais elle défend les intérêts capitalistes depuis des décennies. L'adage apocryphe de Bossuet est très adapté à la gauche et à ses idées contradictoires. Dieu rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. La gauche se veut anticapitaliste, mais étrangement, elle défend quasiment les mêmes idées que George Soros, un financier milliardaire juif hongrois qui finance des dizaines d'ONG remplies de jeunes gauchistes candides. Par son sans-frontiérisme, la gauche est la grande alliée du capital et du mondialisme. Enlever les frontières, c'est augmenter les inégalités, puisque tout le monde est alors en concurrence, les uns contre les autres, et les entreprises peuvent s'étaler dans le monde entier, devenant potentiellement des multinationales hégémoniques. Également, en voulant accueillir n'importe quel migrant, la gauche soutient le dumping social aux dépens des ouvriers et employés français, c'est-à-dire la concurrence des salaires à la baisse, la pression des salaires à la baisse, ce qui nuit directement aux intérêts du prolétariat autochtone. Là, je sors de l'article quelques instants car je ne peux pas résister de vous lire ces quelques lignes que j'avais lues dans l'œuvre de Jacques Julliard, Les gauches françaises, livre que je vous recommande par ailleurs. Nous sommes page 777. Considéré dans le long terme du point de vue des résultats plutôt que de l'intention des acteurs, mai 68 nous apparaît aujourd'hui comme une ruse de l'histoire pour accoucher de la société moderne. Sous les pavés, la plage. Oui, mais sous le communisme utopique, le néo-capitalisme. Sous l'idéologie libertaire, le libéralisme. Sous le mot d'ordre de solidarité, l'avènement d'un individualisme tyrannique. D'autres lignes encore, nous sommes page 779. Désormais, beaucoup de citoyens, notamment parmi les jeunes, prennent l'habitude de se déterminer, non par rapport au mot d'ordre des partis, mais face à des problèmes qui les touchent personnellement. C'est ainsi que la situation des étrangers, des immigrés, des homosexuels, des femmes, des sans-logis suscite la naissance de groupes de militants ou d'activistes, constituant ce qu'Alain Touraine appelait des mouvements sociaux. D'autres mots encore, page 771. Il y a longtemps d'ailleurs que les plus lucides avaient cessé de compter sur la classe ouvrière des pays industriels avancés pour déclencher une révolution. Maoïstes et castristes tablaient plutôt sur le misérable prolétariat rural du tiers-monde en Afrique et en Amérique du Sud. En 1974, René Lenoir invente un nouveau mot pour désigner un prolétariat de rechange, les exclus. Ils sont les héritiers du lumpenprolétariat dans lequel Marx ne plaçait aucun espoir, désignant par là des catégories sociales diverses, immigrés, handicapés, femmes, SDF, LGBT, etc. Il se gardait bien d'y inclure les ouvriers. En termes de politologie, on appelle ça faire un Bad Godesberg, c'est-à-dire l'abjuration du socle idéologique du marxisme et l'acceptation franche de l'économie de marché par des partis de gauche. Troisième contradiction, la gauche veut ouvrir les frontières à des hommes venant de toutes les cultures les plus misogynes du monde, et en même temps, elle critique une culture du viol occidental. La double pensée et la capacité à défendre deux idées contradictoires semblent en particulier très répandues chez les féministes, qui s'attaquent rageusement à une prétendue culture du viol occidental, prouvant par là même leur inculture historique, mais qui en parallèle souhaitent accueillir tous les clandestins étrangers arrivant ici, bien qu'ils soient bien souvent de jeunes hommes issus de cultures autrement plus misogynes qu'en Europe.
Rappelons que le viol est particulièrement répandu dans certaines cultures très peu occidentales. Allez par exemple voir les statistiques des viols au Congo ou en Afrique du Sud pour vous le prouver. Les conséquences sont d'ailleurs tout à fait visibles avec d'atroces affaires de viols collectifs de jeunes femmes blanches par des Pakistanais musulmans en Angleterre, avec les affaires dites de Telford et Rotterdam, aussi une dizaine d'autres villes, les viols de Cologne lors de la Saint-Sylvestre en 2016 en Allemagne, et plus généralement l'explosion de la délinquance depuis l'arrivée de migrants en 2015 en Allemagne. On peut voir aussi l'augmentation nette du taux de viol en Suède depuis l'arrivée de migrants, celle-ci étant progressive depuis la mise en application de programmes très pro-migrants à partir des années 2000. On peut aussi observer, grâce à un article pondu par le Parisien en 2016, qui reprenait des observations de l'ONDRP, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, que 52% des violeurs à Paris étaient de nationalité étrangère, sans précision sur le pays d'origine. Enfin bref. En réalité, cette contradiction des féministes prouve que leur antiracisme prendra toujours le pas sur leur féminisme, qui se rapproche souvent beaucoup plus d'un ressentiment à l'égard de l'homme blanc occidental et qui n'est qu'un pan de leur gauchisme. On peut se rappeler par exemple de la façon dont les féministes ont agressé et exclu violemment le collectif féministe Némésis qui critiquait les agressions sur les femmes de la part des immigrés à Telford et Cologne, d'une manifestation contre les violences faites aux femmes. À ce sujet, vous pouvez aller voir justement notre entretien que nous avons mené avec elle en juillet dernier. Quatrième contradiction, la gauche prétend défendre la tolérance et la liberté d'opinion et d'expression, mais elle est virulente contre les idées qui ne lui plaisent pas. La gauche se targue d'avoir des idéaux de tolérance et de liberté, mais elle n'a aucun mal à piétiner ses valeurs au nom de ces mêmes valeurs, justement. C'est d'ailleurs toujours au nom de ce genre de valeurs et d'idéaux que la gauche a commis les pires atrocités, car l'enfer, dit-on, est pavé de bonnes intentions. On parle de massacres de populations entières par des régimes communistes, l'URSS, la Chine, le Cambodge entre autres, la terreur et le génocide vendéen pendant la Révolution française. Également persuadé de pouvoir combattre un fascisme ou une menace fasciste qui n'a plus aucune réalité en Occident, la gauche crache joyeusement sur la liberté d'opinion. Elle rêve que chaque opinion politiquement correcte soit un délit et fait déjà en sorte qu'elle soit sévèrement punie socialement. Elle crache encore sur la tolérance, la vraie tolérance, puisque pas de tolérance pour l'intolérance. L'intolérance qui se résume à l'heure actuelle, globalement, à ne pas accepter de se faire cracher dessus toute la journée lorsque vous êtes blanc et que vous êtes fier de votre histoire. Et évidemment, sur la liberté d'expression. Gare à vous si vous osez dire que les vies des blancs comptent ou que c'est ok d'être blanc. On se souvient notamment de cet homme et de sa copine qui ont fait voler dans le ciel d'Angleterre en juin dernier un signe avec un avion publicitaire, un symbole politique. Ils avaient écrit dans le ciel « White Lives Matter, Burnley » lors d'un match qui opposait Burnley et une autre équipe, match de football. L'auteur de cette banderole et sa petite amie ont perdu leur travail pour avoir affirmé justement que les vies des Blancs comptent. À ce titre, on peut comparer la façon dont la presse occidentale prend ces deux slogans. D'un côté, Black Lives Matter et de l'autre, It's okay to be white. Dans cet article de la Nouvelle République, on nous dit « Ce 2 juillet, 2 autocollants mentionnant « It's okay to be white » ont été apposés sur la boîte aux lettres et la grille de l'école élémentaire Jean Moulin. Le directeur académique prend cet incident au sérieux et portera plainte s'il se reproduit. 1 voire 2 autocollants d'une taille de 1 sur 7 cm. Des collages qui n'auraient pas dû interpeller les professeurs et la direction de l'école Jean Moulin de Châteauroux cet après-midi du 2 juillet. Seulement, ces autocollants comportaient un même message haineux. It's okay to be white. Un slogan qui signifie c'est ok d'être blanc, lancé sur des forums 4chan en 2017 et récupéré depuis par le courant des suprémacistes blancs américains, dont des néo-nazis. L'incident est isolé.
C'est une école où il n'y a jamais eu le moindre problème, souligne le directeur académique Jean-Paul Obélian. Les autocollants ont été immédiatement arrachés et l'inspecteur de circonscription a été tenu au courant des faits. Ce jour, aucune plainte n'a été déposée. Si cet incident va au-delà, nous déposerons plainte. On prend cela au sérieux, ce genre de message n'est pas en conformité avec les valeurs de la République que nous portons. On nous dit donc tout simplement que considérer que c'est ok d'être blanc, c'est-à-dire que ce n'est pas grave, que ce n'est pas un problème en soi, eh bien ça c'est un problème. Considérer que être blanc n'est pas un problème est un problème. Voilà. Bon alors si vous avez tenu jusque là, je vous en remercie beaucoup. Sur ce, je peux que vous demander de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'aller regarder les autres vidéos, de mettre d'autres likes, etc. etc. Également, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram, à notre page Twitter aussi, j'essaierai de mettre les liens dans la description. Et enfin, nous avons ouvert une page Tipeee. Ça y est, parce que pour faire les entretiens, pour faire des vidéos, on va avoir besoin de matériel, notamment de micros, on va avoir besoin d'une caméra de meilleure qualité, s'il le faut aussi racheter des mousses, investir peut-être dans de l'éclairage. Bref, tout ça, ça demande énormément d'argent et on a déjà pas mal investi pour avoir notre matériel qu'on a actuellement. Et du coup, on a besoin de quand même pas mal d'argent pour continuer à investir là-dedans et à vous faire du contenu de qualité. Ce qui va amener davantage de vues, ce qui va amener davantage d'abonnés, ce qui va nous amener à davantage de contacts et donc qui va nous amener à interviewer des personnes de plus en plus intéressantes à interviewer et donc de continuer dans un cercle vertueux comme ça. Et ça, on ne peut pas le faire sans votre soutien, on ne peut pas le faire tout seul, on ne peut pas investir tout seul. On a déjà investi tout ce qu'on pouvait investir et donc maintenant on a besoin d'un soutien financier pour continuer dans cette lancée. Merci beaucoup à vous.